Alors bonjour à tous, on va pouvoir commencer. Il y a encore des personnes qui arrivent, pardon. C'est un peu le suspense du début. Hein. Alors j'espère que vous m'entendez bien tous. Je me présente, je suis Marie-Alice d'Archistorm. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour notre première table ronde en ligne, intitulée Zoom sur la marqueterie de paille avec donc Manon Bouvier, fondatrice de l'atelier Paelis. Il s'agit en fait d'une rencontre qui a été pensée dans le cadre de la 7e édition des Rendez-vous de la matière plus faire, qui a donc été reportée à 2021. Et cette rencontre s'inscrit également donc dans un nouveau format de rendez-vous en ligne qu'on a souhaité consacrer à l'artisanat d'art et aux matériaux innovants à destination des professionnels de l'architecture et du design. Alors, Manon Bouvier nous fait en quelque sorte aujourd'hui l'honneur d'inaugurer ce nouveau cycle, ce nouveau format. Avant de lui laisser la parole, par contre, j'aimerais insister quand même sur une chose très importante pour nous, puisque vous aussi, en tant qu'architecte, architecte d'intérieur, designer, artisan, professionnel du domaine de façon générale, vous êtes vraiment invité à intervenir, à prendre la parole, à poser vos questions. On a vraiment pensé ce rendez-vous dans l'esprit d'une table ronde. Donc, pour l'instant, on est quelques-uns connectés. C'est un peu l'avantage aussi de ce format par Zoom. Mais alors, du coup, j'aborde peut-être aussi une question un peu plus technique quant au déroulé de la session, puisque si Zoom nous permet de nous rassembler aujourd'hui tous ensemble malgré la distance, il y a aussi parfois quelques petits inconvénients. Donc, ce que je vous propose pour que la présentation reste fluide et que vous puissiez quand même poser vos questions, c'est alors d'une part d'utiliser l'option lever la main. Alors tout simplement, vous la trouverez dans l'onglet participants. Si vous cliquez sur l'onglet participants en bas de votre écran, il y a un encart qui s'ouvre sur la droite et tout en bas, normalement, vous avez l'option lever la main. De cette façon, je verrai que vous souhaitez intervenir et je vous donnerai la parole à un moment donné. Et vous pouvez aussi surtout utiliser l'option discussion, c'est-à-dire me poser directement votre question dans la discussion et je la partagerai ensuite. Alors, ne vous inquiétez pas si ça prend quelques minutes ou un instant, puisque on va essayer d'organiser la session en deux temps. Peut-être une première partie où on laisse la parole à Manon Bouvier et une seconde vraiment dédiée aux échanges. En tout cas, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. On est là pour ça. Vous avez peut-être remarqué du coup que vos micros sont coupés pour le moment. L'idée, c'est de verrouiller l'écran sur la présentation de Manon Bouvier. Mais bien sûr, au moment où on aborde votre question, vous pouvez déverrouiller votre micro de façon à prendre part directement à l'échange. N'hésitez pas. Et j'ajoute aussi que cette session est enregistrée tout simplement pour permettre à ceux qui n'ont pas pu être présents de la visionner plus tard. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Je laisse maintenant la parole à Manon Bouvier, meilleure ouvrier de France en marqueterie de paille. Elle va donc nous parler de son atelier, de sa démarche et de ses créations. Merci beaucoup pour la présentation. Peut-être que je peux passer directement au PowerPoint, comme ça je peux me présenter et présenter tout ce que je fais dans mon atelier. Ça sera peut-être plus simple et plus visuel. Ça va être assez concis et puis que ça puisse laisser la place à l'échange après s'il y a plus de questions par rapport à tout mon savoir-faire. Donc, je vais essayer de faire ça correctement du premier coup. Alors, hop. Voilà, normalement, je devrais être bon. Et du coup, on peut lancer la présentation. Est-ce que ça marche? J'espère que tout le monde voit comme il faut. Donc, je suis Manon Bouvier, gérante de l'atelier Paelis. Donc, je vais commencer par me présenter, comme ça, ce sera plus simple. Vous saurez à qui vous avez affaire. Donc, je suis ébéniste de formation. J'ai été diplômée en 2014 à l'école Boulle par un DMA en ébénisterie. Et ensuite, j'ai été formée dans un atelier à Paris en marqueterie de paille et j'ai décidé de monter l'atelier Paelis en 2016 d'un commun accord avec mes anciens patrons. Et en 2019, j'ai été médaillée de la médaille des meilleurs ouvriers de France après un an de concours. Voilà,
c'est assez global, mais pour la présentation, je pense que, voilà, si vous avez des questions après, n'hésitez pas. Donc, l'atelier Paelis. Donc, j'ai monté l'atelier Paelis en 2016. Maintenant, ça commence déjà à faire un bout de temps. Je suis implantée sur Lyon depuis maintenant 1 an. Et donc, aujourd'hui, on est 3 dans l'entreprise. L'année prochaine, un peu plus, ce qui nous permet de pouvoir travailler sur plusieurs projets en même temps et d'avoir quand même une chouette rentabilité et de pouvoir répondre au maximum de clients. Donc, nous, notre objectif à l'atelier Paelis, c'est de créer des projets sur mesure, d'accompagner les clients, de pouvoir aider, que ce soit par exemple aider sur le dessin par rapport aux contraintes techniques ou seulement exécuter le travail demandé. Donc voilà, c'est vraiment de travailler en corps à corps avec les clients. Et ensuite aussi, ce qu'on fait d'une autre part, et on garde toujours un peu de temps pour faire tout ça, c'est de travailler sur la recherche et développement, d'avoir toujours un peu d'avance, pas forcément d'avance, mais d'essayer de faire évoluer le métier avec les nouvelles techniques, les nouvelles technologies, d'améliorer un peu tout ça au fur et à mesure. Donc là, vous voyez, j'ai mis 4 images de ce qui est possible de faire en Marqueterie de paille. Donc en premier, nous avons un paravent créé avec la designer Flavia Delobadère, où là, par exemple, on a utilisé une technique, elle est venue me voir pour créer de la marqueterie de feuilles de bambou qui n'existait pas. Cette matière n'avait jamais été travaillée. Et donc là, par exemple, ça rentre dans la catégorie recherche et développement, puisque du coup, j'ai dû chercher comment faire pour pouvoir créer cette marqueterie. Ensuite, à côté, on a une sculpture que j'ai réalisée en collaboration avec le sculpteur Thierry Martenon. Donc lui a tout sculpté à la main. Je suis venue recouvrir de marqueterie de paille sa sculpture. Ça aussi, ça demandait d'apprendre une nouvelle technique pour créer ça. Et ensuite, en dessous, on a 2 motifs qu'on fait parfois et qui ressemblent vraiment à Paelis en dessous. Donc, on a des systèmes de filets. Donc, c'est la vague bleue. Ça, c'est tous des filets de 2 mm de paille qu'on vient coller les uns à côté des autres. Et à côté, on a les écailles. C'est parti d'un motif traditionnel de marqueterie de paille qu'on a réadapté à l'atelier. Donc, voilà. Ensuite, donc, je ne sais pas si tout le monde connaît la marqueterie de paille, donc je fais un petit résumé court de ce qu'est la marqueterie de paille. Donc, tout d'abord, la paille, c'est une matière naturelle. C'est la même paille qu'on utilise sur les toits de chaume. Et le producteur fait moitié de paille pour les toits de chaume et moitié pour la marqueterie de paille. Donc ici, on a sur cette photo un peu toutes les couleurs qui sont possibles de faire. Donc, on a vraiment une grosse gamme de couleurs. Donc, elles sont récoltées et apprêtées en Bourgogne, cultivées sans OGM et les teintes sont naturelles. Donc, on est vraiment sur un produit qui reste quand même très clean et qui est dans les normes actuelles. Donc, au départ, de l'origine de la marqueterie de paille, on faisait beaucoup de petits coffrets. C'était les nonnes et les bagnards qui faisaient ça. Et en fait, ça permettait de faire des échanges et on appelait ça le métier du pauvre. Parce qu'il n'y avait que eux qui avaient le temps vraiment de pouvoir faire des choses si fines. Donc là, vous voyez, j'ai mis un exemple d'un petit coffret qui est vraiment travaillé. C'est très, très minutieux. Et ensuite, la deuxième partie de la marqueterie de paille, comme on la connaît aujourd'hui, c'était dans les années 20. Et ça a été remis au goût du jour par Jean-Michel Franck. Donc là, vous voyez un exemple d'un petit meuble bas avec un paravent. Et on faisait aussi beaucoup les murs. On recouvrait tout de marqueterie de paille. Donc ça, c'est quand c'est revenu au goût du jour. Ensuite, ce qu'on peut faire aujourd'hui, ça va être beaucoup du panneau mural ou des bijoux dans les choses plus fines, du mobilier, des paravents. Vraiment, il n'y a pas beaucoup de limites. Mais la plupart du temps, c'est quand même des murs ou du mobilier. Donc là, j'ai mis des exemples qu'on peut trouver des créations faites par l'atelier Lison de Cône, qui, elle, a remis vraiment au goût du jour actuellement la marqueterie de paille dans les années 80-90. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et donc,
moi, j'essaye de travailler cette marqueterie de paille toujours dans la même façon on fait des murs, on fait du mobilier et j'essaye aussi d'avoir une partie où ça incite les gens à mettre la marqueterie de paille ailleurs. Donc là, on retrouve par exemple le paravent que nous avions fait avec Flavia Delobadère. La sculpture avec Thierry Martenon, où on voit un peu plus les courbes, et donc la partie sculpture et la partie paille. Et ensuite, nous avons un plateau que j'ai réalisé pour un chef étoilé qui concourt au Bocuse d'Or, qui est un concours de cuisine internationale. Et donc ça, c'était son plateau pour la dégustation du Bocuse d'Or Europe. Donc là, c'est pareil, on a dû trouver des techniques pour adapter la marqueterie de paille sur quelque chose qui soit hygiénique, qui résiste à la chaleur. Donc changer l'école, changer la façon de travailler, que ce soit facilement nettoyable pour l'hygiène. Donc voilà, on essaye aussi d'adapter le produit tout en gardant la technique traditionnelle qui existait autant pour les coffrets que dans les années 20, que tout ce qui se fait aujourd'hui. Donc on utilise les mêmes façons, mais on l'adapte à aujourd'hui et aux demandes des clients. Et donc, ce que j'ai essayé de faire avec Paellis, c'est de vraiment mettre l'exigence et la précision au premier plan. Donc, c'est-à-dire que ma paille, quand on reçoit la paille à l'atelier, on a déjà tout un travail d'avance pour le faire. Donc, on reçoit vraiment les fûts de paille. Et chaque paille est déjà triée avant d'aplatir. Puisqu'on reçoit le fût, il faut l'ouvrir, l'aplatir, et on a comme des rubans de bolduc un peu qu'on vient coller les uns à côté des autres. Du coup, là, j'ai mis des exemples. Je travaille le dégradé naturel de la paille, puisque quand la paille, elle pousse, prend plus l'UV en haut de la paille qu'en bas, donc s'éclaircit en haut qu'en bas. Donc, lorsqu'on la teinte, on a déjà une espèce de dégradé naturel. Donc, sur la photo à gauche, vous voyez justement ces dégradés que je travaille en sélectionnant toute ma paille et en prenant la plupart du temps toute la paille en entière et en créant des dégradés, mais tout en restant avec la même coloris. Donc là, on a vraiment le même couleur. Et sur la photo de droite, on voit aussi 3 couleurs différentes où j'ai créé des dégradés, justement pour donner plus de profondeur, plus de vibration et donc créer des mouvements. Et au milieu, on a une photo d'une côté d'un radio que je suis en train de réaliser, où c'est une vieille radio des années 60, et j'ai voulu reproduire l'effet d'un vinyle. Et du coup, là, c'est pareil, c'est que des filets de 3 mm qui sont courbés un par un, et la tension est la même du premier brin de paille au dernier brin de paille collé. Et pour moi, c'est la précision et l'exigence qui font que nos métiers évoluent tous les jours et reste qualitatif. Hop. Et je pense que j'ai fait globalement le tour de la question, et après je pense que ça sera peut-être plus simple si vous avez des questions ou plus d'envie ou des choses à savoir que je n'ai peut-être pas parlé plus précisément. Voilà. Oui, alors on a une première question, mais vous avez commencé à y répondre sur les étapes de préparation de pose de la paille pour les objets, et vous avez commencé à y répondre, mais du coup, j'en avais une autre peut-être pour la compléter, du coup vraiment sur la technique. Est-ce qu'il s'agit de superposition, de bord à bord, peut-être aussi la longueur, la longueur de la paille, parce que j'imagine qu'il y a une certaine contrainte aussi rapport à ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, en fait, nous, on utilise au maximum à peu près 55 cm de longueur le brin de paille. Donc, en fait, comme je disais tout à l'heure, on reçoit le fût de paille, on vient l'inciser d'un côté, le transformer en ruban, donc on les écrase un par un. Et ensuite, ce qui est compliqué, justement, qui est long à apprendre, même pour mes ouvriers, c'est des longs procédés pour trouver le geste et la technique. En fait, on vient vraiment poser les pailles jointées à côté. Si on passe dessus, en dessous, ça se voit, c'est pas très élégant et pas très gracieux. Donc, du coup, on vient vraiment les poser à côté, ce qui fait qu'on a un rendu très, très lisse. Peut-être que je peux montrer un exemple. J'ai pris des exemples de marqueterie pour montrer, parce que sur le PowerPoint, on ne voit pas vraiment. Donc là, par exemple, c'était une carte de vœux que j'ai réalisée pour des clients l'année dernière. Et donc,
ici, on change seulement le sens de Juste, la paille. pardon, j'interromps juste peut-être d'un point de vue technique. Peut-être qu'on peut couper le partage d'écran pour être sûr que tout le monde voit bien ce que vous nous montriez. Ah oui, parce que Parce du coup, que, c'est un enfin, peu voilà, petit. moi je le vois, mais peut-être que tout le monde. Voilà, Hop, est-ce que c'est c'est une mieux? option. Bah oui, pas de problème. Parfait. Donc, ce que je montrais, c'est que ici, en fait, on vient changer seulement le sens des filets de la paille. Peut-être je peux approcher un peu plus. Et en fait, ce qui nous donne un effet de volume et de brillance, en fait. Et donc, si on les colle juste à côté, tout est lisse. C'est comme si on touche, par exemple, un stratifié. Mais en fait, juste en changeant, on a des choses, des reliefs qui apparaissent, en fait. Donc, voilà. Et donc après, par exemple, si on veut faire un panneau plus long, on vient faire comme un espèce de parquet, en fait, de venir abouter les pailles d'un morceau à l'autre. Et comme ça, en fait, on agrandit les surfaces. Après, selon les motifs, en fait, du coup, on répète les motifs. Comme par exemple, ici, hop, ici, on a fait un motif effet 3D. Et du coup, là, on répète le motif à l'infini, donc la taille de la paille originale ne compte pas, en fait. Voilà. Et donc, c'est ça, là, vraiment, tout est plat et on a vraiment un effet de relief qui se crée naturellement grâce à la brillance naturelle de la paille. Voilà. Alors, il y a une autre question sur la pérennité des teintes dans le temps, sous l'action de la lumière notamment. Donc, c'est vrai que c'est un point peut-être important. Oui, la paille est teintée à l'égal d'un tissu, donc on va avoir les mêmes contraintes. Par exemple, le rouge, s'il reste longtemps, 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 longtemps au soleil, il va un peu passer, le noir aussi. Et en fait, on retrouve les couleurs des teintes à l'intérieur des pailles. Par exemple, le noir, ça restera noir, mais on va avoir des reflets un peu vert, bleu, violet, toutes les teintes qui ont été à l'intérieur pendant l'instant de la teinture. Et du coup, ça bougera un peu, mais ça va se patiner. C'est comme un bois avec le vernis. Au fur et à mesure du temps, on a quand même une patine qui se crée. Voilà. Je pense que vous avez coupé votre Oui, micro. c'est bon, j'ai rallumé mon micro. Donc, il y a plusieurs questions merci pour vos réponses, plusieurs questions qui suivent. Pour être marketeur de paille, faut-il auparavant, comme vous, faire une formation d'ébéniste? Non, pas du tout. Moi, je suis arrivée dans la marqueterie de paille complètement par hasard. Le problème actuellement, c'est qu'on n'est que 10 entreprises dans le monde à faire ça. Et pour se former, il n'y a pas d'école. Donc, du coup, il faut arriver à trouver une entreprise qui nous embauche ou apprendre de soi-même et s'exercer, mais il n'y a pas d'école ou il n'y a pas forcément de formation prérequis pour faire ça. Par exemple, mon employée, une de mes employées est chocolatière de formation et c'est moi qui l'ai formée à devenir marketeuse de paille. Donc, il n'y a vraiment pas de formation initiale à avoir. D'accord, c'est bon à savoir. Toujours des questions un peu techniques sur les supports donc sur lesquels sont collées la paille et aussi du coup quel type de colle. Est-ce que vous utilisez un après? Alors chez Croissant, on en avait peut-être parlé toutes les deux aussi parce que moi je trouvais que le rendu de la marqueterie de paille était très brillant et ça avait voilà, quelque chose d'assez lumineux. Et comment du coup on obtient ce rendu? Alors, par rapport au support, moi, je travaille quasiment que sur du médium parce que l'épaisseur de la paille va être de 3/10 de millimètre. Donc, c'est quand même très, très fin. Et tous les défauts, ou par exemple les veines du bois ou les choses comme ça, vont ressortir beaucoup plus sous la paille parce que vu que c'est brillant naturellement, ça va mettre en exergue tous les défauts, en fait, sous le support. Donc, le médium est la chose la plus lisse qu'on peut trouver pour l'instant. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on ne met pas de revêtement dessus puisqu'il y a une silice naturelle, ce qui fait qu'elle brille. Et on ne peut pas mettre de choses dessus. C'est une protection naturelle qu'il y a. Et au niveau de la colle, de mon côté, ça dépend en fonction des supports, si c'est du métal, du bois, des choses comme ça. On change nos colles. La plupart du temps, ça va être de la colle vinylique comme de la colle à bois. On utilise la même chose que les ébénistes. Donc voilà.
D'accord. Et du coup, j'ai une autre question aussi un peu technique sur la coloration, la teinte de la paille. Comment ça se passe en réalité? Parce qu'il me semble que vous travaillez en collaboration, ou vous le faites parfois, ou comment ça se passe? Oui, en fait, maintenant, vu que je prends quand même beaucoup de grosses quantités de paille pour mes projets, j'achète déjà teinté chez mon fournisseur qui le fait. Donc, en fait, il récolte jusque septembre. Et après, quand il commence à faire froid, il commence à faire les bains de paille de teinte. Et c'est exactement la même façon dont on teinte du tissu. Donc, on a des gros bacs qui sont remplis de teinte, chauffés. Et en fait, on brasse les pailles parce que la teinte rentre par l'intérieur. Donc, c'est pour ça qu'elle reste quand même fixée sous la silice. Et donc, c'est vraiment. Et puis, c'est fait par des teintes naturelles parce que maintenant, on est obligé de passer par des choses plus saines, tout ça. Du coup, et là, il y a 3-4 mois de teinte chez mon fournisseur. On peut aussi les teinter, mais en fait, c'est un processus énorme qui prend beaucoup de temps. Et le résultat, quand on le fait nous, n'est pas forcément génial. Donc, autant le faire correctement avec mon fournisseur direct. On ne va pas se priver. Donc, voilà. Je comprends. Une autre question sur le métier en lui-même, du coup, est-ce qu'il peut s'exercer chez soi? Est-ce que vous avez toujours de la demande? Qui sont les personnes qui vous commandent des objets ou des revêtements? Dites-nous-en un peu plus. Donc oui, on peut faire chez soi en soi. Il n'y a pas besoin de machine, il n'y a rien besoin. Il y a besoin d'une table, d'un support, par exemple, du médium. Et après, globalement, de nos mains, un cutter, un petit plioir qui est un outil en os pour écraser et chasser la colle. Et c'est tout. Donc, en soi, on peut le faire un peu de n'importe où. Et après, mes clients, c'est majoritairement les 90% du temps architecte d'intérieur. Je travaille voire quasiment jamais avec du particulier. Donc après, en fait, moi, j'interviens souvent pour une pièce ou qu'un seul, ponctuellement, un endroit dans un projet d'architecture d'intérieur. Et je travaille quand même beaucoup pour l'étranger. J'ai pas beaucoup de clients français, en fait. Voilà. Très bien. Et du coup, la question suivante rejoint un peu aussi une question que je voulais vous poser. Alors, est-ce que du coup, il y a une partie menuiserie dans votre atelier, ou est-ce que vous faites appel à un sous-traitant? Et en fait, ma question était peut-être un peu plus large, davantage sur les collaborations, parce que quand vous créez un objet, un meuble par exemple, vous êtes amené sans doute à collaborer. Comment se créent vos collaborations et avec quel corps de métier? Donc nous, on n'a pas de partie ébénisterie proprement dit dans l'atelier. Je travaille en fait avec plusieurs menuisiers qui sont autour de chez moi. Et après, on a aussi la partie, par exemple, un meuble ou un mur qui est fabriqué par un menuisier du client. Et donc, je reçois les pièces déjà fabriquées où je n'ai qu'à pailler. Donc, en fait, on s'adapte en fonction des projets euh, pour, euh, pour être au plus simple. Parce que si, par exemple, mon client a l'habitude de travailler avec un menuisier, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et du coup, moi, j'ai directement les pièces. Comme ça, le client est aussi rassuré par la qualité, puisqu'il connaît la qualité de son menuisier. Donc, en fait, je trouve ça plus simple de fonctionner comme ça. Et s'il n'y a pas de menuisier dans l'affaire, je travaille avec des artisans comme ça. Et du coup, tous mes collaborateurs avec qui je travaille, je les ai testés sur différents projets, sur certains points techniques, des exigences que j'ai pour être sûr que sur n'importe quel projet, ça aille et avoir de l'excellence du début jusqu'à la fin. Même ce qui est caché doit être beau. Donc voilà. Très bien. Et du coup, ça pose aussi la question suivante. Alors, pardon, les questions s'enchaînent, tant mieux. C'est ce que l'on souhaitait. Sur la résistance, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est quand même un matériau qui semble fragile. Quelle est la résistance? Est-ce qu'on peut en mettre sur des grands revêtements muraux ou plans de travail? Enfin, est-ce que vous pouvez nous dire en fait finalement un peu comment on peut habiller les intérieurs avec de la marqueterie de paille? Alors, c'est beaucoup utilisé sur les murs parce que c'est pas un contact journalier qu'on a avec les murs. Enfin, on se frotte pas aux murs. Enfin, pas dans la plus grande des connaissances. Mais du coup, c'est pour ça que c'est souvent utilisé sur les murs. Ça s'utilise aussi sur les tables.
Après, si on l'utilise tous les jours, qu'on passe un coup de chiffon, ça va s'user assez vite. Faut être honnête. Et sinon, on peut l'utiliser en façade de porte de meubles, par exemple. Et puis, on fait une petite sécurité sur la prise de main pour être sûr que ce soit bon. Et sinon, moi, ce que je trouve vraiment génial à faire en marqueterie de paille et qu'on fait très, très rarement, malheureusement, c'est les plafonds. Parce que les plafonds, il n'y a personne qui les touche. Ça reflète la lumière. Il suffit de mettre une lumière à l'envers et tout le plafond est allumé, ça rétroéclaire. C'est d'une chiquitude folle. Et donc, je trouve que c'est très, très intéressant de l'utiliser comme ça. Après, un plan de travail de cuisine, je vous le déconseille complètement, sinon ça peut se décoller. Voilà. Après, c'est aussi à nous, artisans, de trouver des façons d'améliorer toutes ces choses-là et pour pouvoir vous proposer justement des solutions techniques. Donc, chez Païlis, là, on est vraiment en période de recherche et développement pour pouvoir proposer de la marqueterie de paille inusable. Voilà. Pardon, je remets mon micro. Et du coup, c'est très bien parce que ça fait la transition avec mes questions suivantes, qui étaient du coup parce que la marqueterie paille est pour le moment uniquement réservée aux intérieurs. Du coup, c'est un peu compliqué à l'extérieur, il me semble. Oui. Mais justement, par rapport à ce que vous venez de dire, comment en fait, quelle est votre démarche vraiment? Alors, vous avez parlé de la recherche, du développement, de l'innovation, mais concrètement, comment ça se passe du coup quand vous expérimentez? Est-ce que c'est à la demande selon les commandes que vous avez? Est-ce que vous-même, vous êtes, voilà, vous prenez le temps de faire des recherches sur les supports, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce point? Oui, j'essaye toujours de devancer la demande du client. Donc, je vois les problèmes qu'il y a, ou enfin pas les problèmes, mais les contraintes de la matière, et du coup, j'essaye de trouver des solutions. Donc, par exemple, je vais travailler avec des laqueurs, avec des vitriers, avec tout type d'artisans autres pour essayer de voir la limite et la contrainte de mon matériau et qu'est-ce que je peux en faire. Donc, on essaye toujours de garder, c'est pareil pour les motifs, la façon de travailler la paille. J'essaie toujours de garder un peu de temps dans un mois pour prendre le temps d'échouer et de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, où est-ce qu'on peut aller, quelle est la technique qu'on pourrait aborder le mois prochain, et de se planter pour réussir à faire quelque chose d'autre. Parce que pour moi, si on ne se plante pas, on ne peut pas avancer et faire quelque chose de mieux que ce qu'on fait déjà. Donc voilà. Et du coup, peut-être une question de l'ordre de l'anecdote, mais quelle est la réalisation la plus complexe que vous ayez réalisée, que ce soit sur la technique ou le motif, ou ce qui vous a demandé peut-être le plus de travail, voilà, le vrai défi? Je veux dire, ma pièce de meilleur ouvrier de France, je vois pas d'autres trucs plus compliqués parce que là, c'était vraiment des techniques que je ne connaissais pas. J'ai dû inventer des stratagèmes, faire fabriquer des machines exprès pour cette pièce-là, pour pouvoir faire des découpes, des assemblages, des choses comme ça. Et j'ai arrêté de compter au bout de 1200 heures de travail. Donc, c'était vraiment le truc le plus compliqué que j'ai dû faire, même sur la finesse et sur les choses comme ça. Le plus dur techniquement qui est possible de faire en paille, c'est la courbe. La courbe, c'est quelque chose qui est très, très complexe et à traiter. Par contre, la lumière est magnifique. Une fois que c'est réalisé, l'accroche de la lumière est merveilleuse. Donc, voilà. Alors, c'est vrai que ça donne envie de voir. Et justement, on a une question sur quelqu'un qui demande si c'est possible de voir la pièce en question dont vous parlez. Peut-être que, je ne sais pas si vous avez forcément, peut-être pas forcément préparé un visuel dessus, mais Je vais essayer de trouver ça en 2 secondes 30. Hop. et sur votre réalisation pour être meilleur ouvrier de France aussi. Euh, Sinon, c'est peut-être aussi le moment de préciser aussi, du coup, que vous avez un site internet avec un certain nombre de photos aussi de très bonne qualité qui Oui, permet de voir un ça peu plus en détail les matières. et Et Instagram aussi, ouais, si ça va. Alors, je crois que voilà, je vais partager l'écran. Hop, partager. Voilà. Donc là, on a ma pièce une fois emballée. Donc en fait, on avait 30 baguettes. Là, la longueur fait 45 cm. Et donc, on avait 30 baguettes
qui faisait 15 mm de haut et 12 mm d'épais, je crois, parce que ça fait un moment. Et en fait, ça, c'est une fois que c'est replié et déplié, est-ce que j'arrive pas à voir? Non, c'est dans l'autre sens. Je crois que mon PC rame. Alors, hop. Est-ce que je vais arriver ou pas? Je ne vois pas. Est-ce que ça bouge ou pas là? Vous avez Non, presque vous. c'est resté bloqué sur la Alors, bourre. hop. Ah, on va recommencer. Voilà, petit On problème attend, technique. pas de Hop. problème. Donc ça, c'est ma pièce de mes ouvriers de France dans un autre sens. Donc là, on voit les 30 baguettes. Hop. Est-ce que ça veut changer de photo ou pas? J'arrive pas à faire défiler mes photos en fait. Non, Euh, elles restent à l'identique. Peut-être qu'elles sont un peu. Bon, bah tant pis. Donc ça, c'est ma pièce. Et en fait, si vous voulez, ouais, toutes les photos sont sur Instagram. Et donc, on avait quatre pièces, parce que du coup, quand on mettait les 30 baguettes les unes à côté des autres, ça créait un tableau. Et une fois qu'on retournait toutes les baguettes d'un certain sens, c'est comme un espèce de Rubik's Cube géant. Et on retournait toutes les baguettes, les 30 baguettes, ça créait un autre motif, et toutes les autres baguettes, ça créait un autre motif, et ainsi de suite. Et du coup, c'était très complexe, parce qu'il fallait pas voir les épaisseurs des papiers, des pailles, et donc il fallait tout jointer. Donc c'était vraiment assez complexe à faire. Voilà. Mais si vous voulez, il y a toutes les photos sur Instagram et bientôt sur le site internet. Donc voilà. On imagine la prouesse technique et la demande de précision impressionnante, effectivement. J'ai jamais été aussi calme et concentrée de ma vie que pour ça. Euh, une autre question, est-ce que vous faites également de la restauration de pièces anciennes, du coup? Non, je travaille avec une très bonne restauratrice de mobilier qui s'est formée sur la marqueterie de paille avec moi pour pouvoir restaurer les pièces anciennes, parce que moi, il y a des choses que je ne connais pas, que je ne sais pas faire. Et donc, du coup, je préfère déléguer ça à une professionnelle qui sait son métier, quoi, de restaurer des choses. Voilà. Et une autre question, alors sur la réalisation, en moyenne, quel est le temps d'exécution et le coût au mètre carré? Alors j'imagine que ça, c'est quelque chose d'assez difficile à estimer. Parce que tous les projets sont particuliers. En gros, il faut au minimum compter 26 heures à peu près, enfin à l'atelier Païlis, à peu près 26 heures de travail au mètre carré. Et en fait, on va être, par exemple, pour de la paille droite, c'est-à-dire, voilà, on colle paille à côté de la paille, voilà. Pas, les choses la plus basique qu'on peut faire, on va être sur du 1 500 € hors taxe le mètre carré. Et ça, c'est global à tous les ateliers, normalement toujours. Donc voilà, et après on va monter, donc ça peut être du 1 800 € hors taxe le mètre carré, jusque après si on demande, je sais pas, des petits filets comme ça, tout petits de 2 mm, sur un panneau qui fait 15 mètres carrés, c'est beaucoup plus cher le mètre carré. En fait, ça dépend de la finesse, de la taille du motif. Et après, c'est aussi mon rôle d'adapter les motifs pour que le travail rentre dans le budget du client aussi. Et du coup, c'est une bonne transition aussi avec la question suivante du coup, parce que la question c'est est-ce que c'est vous qui faites donc les créations? Alors, je sais que oui, en partie, mais c'est vrai, quelle est la part aussi comment se passe l'échange quand vous avez une commande avec le client? Concrètement, en fait, comment vous dialoguez? Voilà, comment les échanges sont favorisés entre votre atelier et le client? C'est peut-être aussi une bonne question aujourd'hui. Ouais. En fait, tout va dépendre du projet. Par exemple, ça m'arrive plusieurs fois. J'ai mon client architecte d'intérieur qui vient soit à l'atelier, soit on se rencontre quelque part ou par mail. Il me dit, voilà, j'ai tel projet, je veux mettre de la marqueterie de paille, mais j'ai pas d'idée pour le motif ni pour la couleur. Qu'est-ce que vous me proposez? Donc là, je reçois les plans dans un premier temps, je réfléchis, je fais des propositions, on en discute ensemble. Et en fait, tout est par échelle, tout marche comme ça. Ou sinon, j'ai aussi le cas où là, je vais avoir des architectes d'intérieur qui ont un projet déjà prédéfini, qui savent qu'ils veulent tel motif de telle taille sur tel mur, les panneaux arrivent tel jour, et que là, j'ai juste de l'exécution à faire parce que j'ai toutes déjà les données.
Donc après, si on connaît la couleur et le motif, en gros, l'échange se fait très rapidement. Et je dis, bon, ben voilà, ça va coûter tant, il y a tant de temps d'attente pour faire le projet. Je peux réceptionner tel jour le chantier et le livrer tel jour. Voilà, donc on essaie d'être quand même le plus fluide possible parce que clairement, personne n'a besoin de perdre du temps, donc autant que ce soit vite, efficace et qu'on essaye de se comprendre, que tout matche comme il faut et qu'on avance au plus vite pour que tout le monde gagne du temps, quoi. Voilà. Ah, vous avez votre micro coupé, je crois. Encore une fois, je n'ai pas encore tout à fait le réflexe, pardon. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. N'hésitez pas, surtout, on a bien fait le tour de la question. Il me semble, encore un message, pardon, je regarde. Justement, c'était la question que j'allais poser. On est vraiment bien synchronisés. Alors, quelqu'un me demande si c'est possible de vous rencontrer à l'atelier et que cette personne habite à Lyon. Il me semble que c'est parfait. Exactement. Là, jusqu'à la fin de l'année, j'avoue, je suis débordée de travail. Ça va être assez compliqué, mais après, il n'y a aucun problème. En fait, je demande de prendre rendez-vous, seulement de me contacter, de prendre rendez-vous, qu'on puisse vraiment trouver un moment où on peut prendre le temps de se rencontrer, que je vous montre comment ça marche, tout ça, et qu'on prenne vraiment le temps d'échanger ensemble, mais avec grand plaisir. L'atelier est ouvert sur rendez-vous sans problème. Oui, parce que pour ceux qui n'étaient pas au courant, du coup, l'atelier de Manon Bouvier est bien à Lyon, mais vous avez un showroom à Paris aussi, c'est ça? Oui, c'est ça, à côté, juste à côté des Invalides. Et du coup, ce qui permet aussi à mes clients qui sont sur Paris de venir aller voir les échantillons là-bas et de pouvoir voir directement les produits ou même que moi, je n'ai pas besoin d'envoyer à chaque fois. C'est plus facile, en fait. Voilà. Et du coup, vous répondez en même temps à la question suivante, qui était comment ça se passe pour des échantillons, pour avoir des échantillons justement. Donc, Après, il faut faire, ouais, la plupart du temps, il faut mieux faire une demande. Comme ça, je fais globalement que des échantillons sur mesure parce que d'un client à un autre, le motif plaît, mais pas la couleur. Donc, du coup, on essaye d'adapter en fonction de chaque client et comme ça, chaque client a aussi des échantillons pour eux, uniques. Voilà. et une dernière question qui concerne donc en fait peut-être que vous l'avez dit au début d'ailleurs, depuis combien de temps concrètement vous faites de la marqueterie de paille? Parce que c'est vrai que la distinction de Maillard ouvrier de France, enfin enfin, incroyable et c'est super et bravo. Mais du coup, vous êtes effectivement jeune et Ouais. c'est assez impressionnant. Est-ce que vous pouvez nous en dire juste un peu sur la période entre le moment où vous avez vraiment commencé Ouais. à aborder cette technique et aujourd'hui, du coup, Eh ben, j'ai commencé en 2014, donc ça fait un peu plus longtemps que ce que je pensais. Donc, j'ai commencé en 2014 à faire de la marqueterie de paille et donc en 2016, j'ai monté Paillis et j'ai commencé ma pièce de meilleur ouvrier de France en 2018. Donc voilà, donc c'est vrai que souvent ça fait bizarre aux gens de me voir avec mon col bleu, blanc, rouge parce que j'ai que bientôt 28 ans. J'ai été distinguée meilleure ouvrière de France à 26 ans et je pense que je suis la femme la plus jeune meilleure ouvrière de France qu'il y a jamais eu. Et du coup, c'est très bizarre de voir quelqu'un qui a si peu d'expérience devenir meilleure ouvrière de France. Mais après, comme tous les métiers, dès qu'on est acharné, et je vis paille, je mange paille, et du coup, c'est vraiment, enfin, je m'exerce et je me réexerce et je me réexerce. Du coup, voilà, ça fait que 6 ans que je fais ça, mais donc voilà, et depuis 2 ans, meilleure ouvrière de France. Depuis 1 an du coup, maintenant. Voilà. ouais, c'est impressionnant. Et une autre question, du coup, comment vous envisagez la transmission de votre savoir? Est-ce que, du coup, vous avez dans votre atelier des stagiaires ou enfin comment vous fonctionnez? Parce que c'est vrai que c'est un art assez rare et Ouais, du coup, il faut le préserver aussi. Et du coup, ouais. comment vous abordez cette question?
En fait, moi, je prends pas de stagiaire pour une seule et bonne raison, c'est que j'ai pas envie que la personne soit frustrée et que je sois frustrée aussi. Parce que souvent, ça va durer 2 mois, un mois, quelque chose comme ça. Et pour moi, c'est pas en 2 mois qu'on apprend à faire de la marqueterie de paille. En fait, même aujourd'hui, moi, là, je suis sur un chantier que c'est une technique que j'avais jamais utilisée. Et en fait, on apprend tous les jours. Et en 2 mois, pour moi, même une semaine, 2 semaines, parce qu'il y a beaucoup de formations qui se font comme ça pour apprendre la marqueterie de paille, mais en soi, en fait, on apprend un peu les bases, mais pas tant que ça. Et du coup, là, j'ai employé 2 personnes que j'ai formées pendant 4 mois pour qu'ils soient opérationnels pour travailler sur mes projets clients. Et du coup, là, maintenant, ils sont embauchés. Et moi, je préfère fonctionner comme ça, d'avoir aussi pour eux un gage de sérénité, qui sont embauchés, ils font partie de l'entreprise. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon atelier Paélie, c'est pas l'atelier de Manon Bouvier. C'est parce que, en fait, Paélis, c'est pas que moi. C'est tout ce qui fait partie de ça. Et ça, pour moi, c'est très important pour la transmission. Et le fait que les personnes qui travaillent pour moi font partie complètement de Paélis. Et en fait, ils se défoncent autant que moi pour les projets clients. Et en fait, voilà, donc moi, c'est ma façon de transmettre, de leur donner encore plus envie de faire des choses magnifiques, de se donner à fond, d'apprendre avec moi. Et en fait, quand on apprend, quand je leur apprends la marqueterie de paille, je fais tous les exercices en même temps qu'eux. Donc, ils me voient travailler, moi je les vois travailler, on s'adapte, on se corrige les uns les autres et on regarde les erreurs des uns des autres, on partage. Et pour moi, c'est la seule façon de transmettre, à mon avis, parce que je veux l'exigence et la qualité derrière. Et même pour mes clients, c'est le moindre des respects que tout le monde sache travailler aussi dans mon atelier. Voilà. Bah, je pense que c'est une bonne façon aussi de conclure cette rencontre sur cette idée de transmission et d'exigence et de qualité. Il n'y a plus d'autres questions, il me semble, je vérifie, mais ça me paraît bien. Du coup, je vous remercie beaucoup. Alors, j'ai plusieurs messages qui me disent bravo, un grand merci, que ce que vous Merci à faites est vous. très beau. Donc, j'espère que cette rencontre vous a plu. Je vous remercie à tous d'avoir participé. Vos questions ont vraiment enrichi la discussion et c'est vraiment ce qu'on souhaitait. Donc, on est vraiment ravis. N'hésitez pas à nous contacter. Alors, on est bien sûr à votre disposition pour vous accompagner si vous souhaitez vous envisager de futurs projets ou de partenariats. On fera le lien avec plaisir. Je vous remercie beaucoup encore une fois et je vous souhaite une très belle journée. Bonne journée. Merci, au revoir.